On vient de le voir à travers ces trois présentations, à la fois l'immense défi que pose l'arrivée de ces classes moyennes avec des évolutions considérables en perspective, mais aussi la grande diversité d'un pays à l'autre et la difficulté à les définir. Alors, Catherine Girard, à travers votre expérience chez Renault, quelle est la place des pays émergents et de leur classe moyenne dans votre panorama du marché automobile mondial ? Pour commencer, je vais vous donner un panorama d'ensemble du marché automobile, juste en quelques chiffres pour vous aider à y voir plus clair. Le marché automobile mondial a augmenté de plus 6% en 2012, cachant deux tendances. L'une, c'est un recul du marché européen, moins 9%, et les marchés hors Europe qui ont enregistré, eux, une croissance de 10%. Derrière ces 10%, nous avons une forte progression des États-Unis et du Japon en phase de rattrapage post-crise et post-tsunami. Le reste des pays, enfin des zones émergentes sont en croissance et enregistrent de fortes croissances. Si on prend l'ensemble de ces pays, le Brésil a progressé de 6%, la Russie de 11%, l'Inde de 8% et la Chine a progressé que de 4%, mais 4% sur un marché de 18 millions, c'est finalement pas trop mal. En termes de couverture, aujourd'hui, ce que l'on appelle BRIC, je n'aime pas le terme, mais les BRIC représentent 35% du marché mondial. Et si on raisonne en termes de marchés émergents, pour nous, des marchés émergents sont des marchés qui sont loin de la phase de saturation en termes d'équipement automobile. Les marchés émergents représentent 55% du marché mondial. Quand on regarde comment se positionne Renault dans ce contexte, on est aujourd'hui à 50-50, c'est-à-dire que nos ventes sont à destination, ont été réalisées pour la moitié au sein de l'Europe et le reste correspond essentiellement au marché émergent, puisque nous ne sommes pas aux États-Unis et au Japon, qui sont pour le moment réservés entre guillemets à Nissan. Le point qui est important, c'est pour nous, c'est de voir aujourd'hui quelle est la situation, mais surtout de projeter à 10 ans. Aujourd'hui, le marché automobile mondial est donc de 79 millions de véhicules. À 10 ans, on atteindrait, quel que soit le scénario, entre 100 millions et 105 millions de véhicules neufs vendus par an. Dans cette progression, les marchés émergents représenteraient 80% de la progression donc des 30%. Ce qui veut dire que quand on regarde aujourd'hui le panorama automobile, la croissance est là, c'est-à-dire qu'elle est effectivement au sein des BRIC, elle est au sein des émergents, et si on veut profiter de cette croissance, évidemment, il faut aller là où elle est. Deuxième point, si on raisonne maintenant au niveau classe moyenne, pour nous, la façon d'appréhender les classes moyennes est très pragmatique et très liée aux revenus. Nous identifions les classes moyennes à partir du revenu seuil qui permet d'accéder aux véhicules neufs. Alors, ça peut sembler très nombriliste, sauf que cette approche est rendue possible par le caractère très spécifique de l'automobile, qui a un lien qui revêt une importance extrêmement symbolique sur le parcours de l'ascension sociale. J'allais vous demander, d'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'on peut identifier les classes moyennes aux acquéreurs de véhicules ? Oui. Parce que nous avons une grande chance dans le secteur automobile, c'est que nous disposons de bases de données extrêmement précises sur l'ensemble des pays du monde qui permettent en fait de mettre en relation les véhicules vendus en termes de prix et les revenus des ménages correspondants. Ce qui fait que nous pouvons, pays par pays, surtout pas zone par zone, pays par pays, identifier à chaque fois quel est le seuil d'accès aux véhicules neufs. Donc exemple, si je vous donne un exemple, l'accès au neuf en Inde correspond à un revenu estimé à $500 par ménage et par mois. Donc ce qui correspond aussi à un effort financier qui est très différent d'un pays à l'autre. Au Brésil, nous sommes sur un revenu par ménage qui est proche de $1000 par mois, par ménage, je précise, et en Russie, nous sommes plus proches de $1300 par mois. Alors, ce qui nous permet de définir en fait la part des ménages qui sont susceptibles d'accéder au neuf. Pour vous donner une idée, en Inde, alors j'ai essayé de croiser ces chiffres avec les présentations qui ont été faites, en Inde, 20%, enfin 18% exactement des ménages sont susceptibles d'accéder à un véhicule neuf en Inde. Ils sont, pour vous donner un exemple, 30% au Brésil et pratiquement 50% en Russie.
Alors, vous allez me dire, là, on est effectivement sur une définition du ménage un petit peu spécifique. C'est vrai. C'est pour ça qu'au-delà de cette approche revenu, ensuite, on complète l'analyse grâce à des sociologues, à des économistes locaux, à des démographes, pour identifier un peu plus précisément les bornes, c'est-à-dire les bornes supérieures, où s'arrête finalement cette classe moyenne, et surtout la borne inférieure. Mais sachant que pour nous, dans ces cas-là, la problématique est différente. C'est-à-dire que quand on raisonne bande supérieure, la problématique n'est plus est-ce qu'on peut avoir accès à un véhicule, mais la problématique est quel véhicule finalement pourra-t-on s'acheter. Donc c'est encore une problématique différente. Et si on raisonne borne inférieure, cette approche nous permet finalement, quand on compare par rapport au décile de revenus, puisque nous travaillons toujours par décile de revenus, et donc par Gini, que j'ai vu dans une des présentations, en Inde, par cette approche-là, on est plutôt au niveau du 9e décile, donc ce qui ne correspond pas à une approche statistique, évidemment, de la classe moyenne, enfin statistique en termes des Q5 ou Q3 ou décile 5. Quand on regarde cette approche par rapport au Brésil, on est sur le 8e décile et en Russie, on est sur le 6e décile. Les classes moyennes inférieures, maintenant qui correspondent à la borne inférieure dont je parlais tout à l'heure, elles sont intéressantes d'un point de vue, pour nous, puisqu'elles sont dotées aujourd'hui de véhicules d'occasion avec un effet ascendant, c'est ce que l'on appelle un effet d'aspiration, c'est-à-dire que lorsque ces classes moyennes inférieures, entre guillemets, vont voir leurs revenus progresser, elles vont avoir un effet de copie ou de mimétisme par rapport aux classes supérieures, d'où l'importance pour nous de bien identifier la classe d'accès au neuf. Voilà. François Heisbourg, comment on a vu la variété des définitions. C'est évidemment très intéressant d'avoir le point de vue d'un constructeur comme Renault, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à penser que lorsqu'on accède au marché de masse pour l'automobile, eh bien là on peut commencer à définir une classe moyenne. Comment définirez-vous, ces classes moyennes dans les pays émergents? Est-ce qu'il y a un moyen, d'après vous, de les identifier? Et puis là on a parlé de l'Inde, du Brésil, de la Russie. En Afrique du Nord et subsaharienne, quel est le degré de développement de ces sociétés? Peut-on, selon le pays, parler d'émergence d'une classe moyenne? Oui, il y a bien sûr l'approche par la consommation. Hein, c'est celle qui vient d'être fournie par plusieurs des participants. Et j'aurais tendance à dire classe moyenne dans les pays émergents, ce sont les gens qui sont en mesure d'aspirer à reprendre les modèles de consommation des pays occidentaux, une voiture, un ordi, un téléphone portable, un logement avec salle de bain, hein, pour faire très pratique. Mais il ne faut quand même pas oublier que dans l'expression classe moyenne, il n'y a pas que le mot moyenne, il y a aussi le mot classe. Et là, je vais rebondir sur quelque chose qu'a dit Yves Zlotowski tout à l'heure. Et on est dans une transformation sociale. Et on n'est pas simplement dans l'accès, j'allais dire, un peu mécanique, en fonction de la croissance, en fonction de l'évolution du coefficient de Gini du pays concerné. Et on n'est pas simplement dans l'accès à de nouveaux modes de consommation. Mais précisément parce que le référentiel est occidental, pour l'instant, les objets que je viens de décrire sont des objets qui sont ceux des classes moyennes occidentales. Et vous allez, en termes de classes, retrouver, peu ou prou, les mêmes types de comportements sociaux et politiques que ceux que vous avez trouvés dans l'histoire des pays occidentaux au cours des 2 à 3 derniers siècles. Et je m'explique. Tout d'abord, ces nouvelles classes moyennes émergentes vont formuler des revendications, sans celles que le professeur Koundou, par exemple, a très bien énoncées s'agissant de l'Inde. Vous allez retrouver ça un petit peu partout. Et donc, en tout état de cause, des gens qui vont vouloir s'approprier l'art et la manière de partager le gâteau, qui était partagé différemment en leur absence. Deuxièmement, ces classes commencent à acquérir de la propriété. Pas beaucoup, mais ils commencent à l'acquérir. Donc, ces classes auront un attachement exacerbé au droit à la propriété. Et donc, un attachement a priori à un état de droit, ce qui peut conduire à la revendication
démocratique. Et enfin, et cet enfin interfère avec ce que je viens de dire, afin de mieux susciter l'adhésion politique, afin de mieux contrer les élites traditionnelles, les classes moyennes vont vouloir se poser en porteuses de l'idée nationale. Et ça, vous le voyez de façon, et vous l'entendez, si je puis dire, de façon très nette en Chine. Ça, comme d'autres ici, j'ai été exposé à ce genre de phénomène, et encore heureusement, je n'étais pas japonais. Et vous le constatez en Inde, bien entendu. Autrement dit, on assiste bien à une transformation qui peut être révolutionnaire. Et celle-là peut se traduire de deux façons au moins au moment où l'ascenseur social monte. Je veux dire quelques mots sur ce qui se passe quand l'ascenseur social connaît une phase de descente. Et quand l'ascenseur social monte, d'abord, vous allez assister à un processus de lutte plus ou moins pacifique, plus ou moins violent des classes. En France, révolution de 1830, révolution de 1848. Au Royaume-Uni, quelque chose de beaucoup plus pacifié, beaucoup plus tranquille. Ça peut bien se passer, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, par exemple, vous prenez la crise asiatique de 1998, vous avez eu des bouleversements démocratiques qui ont accompagné le chambard financier et économique. Il y avait des gens qui n'étaient pas du tout contents de la façon dont les élites se comportaient dans ces circonstances. Pensez à Indonésie, par exemple. Deuxièmement, et de façon beaucoup plus grave, bien entendu, la dérive nationaliste. La montée des classes moyennes, démocratiques en Allemagne au milieu du XIXe siècle, a débouché sur la domination des classes moyennes ultra-patriotiques de l'Allemagne de Guillaume II, dans un monde en pleine mondialisation. Je l'ajoute tout de suite. Prenez les indicateurs, migration, exposition au commerce extérieur, exposition aux investissements directs étrangers, etc. Rapporté aux indicateurs de l'époque, vous étiez dans un monde qui était presque aussi mondialisé que le monde actuel. Est-ce que ceci a conduit à la pacification des relations à l'intérieur des pays et à la pacification des rapports entre les pays? La réponse est la Première Guerre mondiale. Autrement dit, lorsque vous lisez un rapport tout à fait remarquable comme celui du National Intelligence Council américain, qui est, je crois, le premier document à avoir pointé de façon publique, majeure, ce phénomène d'émergence des classes moyennes. C'est devenu un objet de la conversation mondiale depuis que le NIC a produit son rapport il y a 3 mois. Et le problème, c'est que l'NIC part du principe que puisque c'est bon économiquement et socialement, bien sûr, classe moyenne, vous mettez dans les classes moyennes que d'être parmi les plus pauvres des plus pauvres, ils en déduisent que donc ceci va apaiser les relations dans les pays et les relations entre les pays. C'est absolument pas évident. Je vais penser, pour prendre un Britannique plutôt qu'un Allemand, c'est Churchill qui dit au moment de la guerre des bourgs, donc il y a 112, 113 ans, il dit « The wars of the peoples will be much more terrible than the wars of the kings, or the princes », je crois qu'il avait dit. Il avait raison. Donc une classe qui s'investit dans l'appropriation de l'idée patriotique. Quand l'ascenseur descend, fût-ce provisoirement, ça peut être évidemment bien pire. C'est l'Allemagne des années 30 et les classes moyennes qui portent au pouvoir quelque chose qui n'était pas particulièrement pacificateur. Donc attention, ne considérez pas seulement les classes moyennes comme un marché potentiel, elles le sont assurément, elles sont aussi un vecteur de transformation profonde des sociétés dans lesquelles vous êtes appelés à travailler. Quelques questions pour terminer, sur lesquelles réfléchir. Je n'ai pas la réponse, pas à ce stade en tout cas. La première chose, c'est qu'il y a ce que je viens de décrire, notamment les précédents occidentaux, on n'était pas à l'époque, j'allais dire, de l'individualisme exacerbé, amplifié par la révolution des technologies de l'information. Est-ce que c'est les nouvelles classes moyennes, porteurs d'un modèle de comportement hautement individualiste,
vont se comporter comme les classes moyennes dans le passé. Si je vois ce qui se passe en Chine, je crains que la réponse soit oui, ça va être assez pareil. Deuxième question, le Japon. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs que j'ai dit Chine et puis Japon. Le Japon est en train d'entrer dans une période qui est un peu un précurseur pour pas mal d'autres pays, c'est-à-dire un pays avec une classe moyenne à la retraite qui domine le paysage social. Qu'est-ce que ça va donner, et notamment qu'est-ce que ça va donner face à des pays qui ne sont pas dans cette situation? Et ça mène évidemment à la troisième question, c'est qu'est-ce qui va se passer entre cette classe moyenne dynamique, patriotique chinoise et le Japon, qui ont quelques problèmes en ce moment, comme vous le savez. Et enfin, c'est une dernière question quand même, il y a des pays où la classe moyenne, ça a été dit tout à l'heure, je ne sais plus par qui, où les classes moyennes, sur la Russie, les classes moyennes de services publics, si je puis dire. Vous avez ça en France, vous avez ça en Russie, vous aviez ça dans la Turquie kémaliste. Et là, l'interaction entre une classe moyenne de services publics, si je puis dire, à l'ancienne, d'une part, et une classe moyenne qui, elle, entre guillemets, se débrouille par ses propres moyens dans le cadre d'une économie où l'État n'est pas l'employeur, ça aussi, ça peut donner des clashs très intéressants. L'Égypte en est un exemple. La Turquie, bien sûr, est un exemple où on vit le triomphe des nouvelles classes moyennes et des nouvelles élites versus les anciennes classes moyennes et les anciennes élites. Vous le trouvez aussi, dans une certaine mesure, en Tunisie. Autrement dit, ce n'est pas parce que la Tunisie, par exemple, est un pays largement de classe moyenne que les choses se passent tranquillement. Je vais peut-être même dire au contraire. Natalia, François just talked about Japan and the aging middle class in Japan. Let's talk about Russia with a young middle class in an aging country. Would you say that the middle class in Russia is more seen as a push for reform or instability in the current political context? Mm-hmm. Very interesting question and a very sad answer. Depends. Because I can't estimate what is the portion of middle class which is ready to rearrange country, and what is the other part which is deeply established in this system. Maybe 50-50. Maybe more, because the last very interesting research concerning middle class political orientation showed that the majority of middle class looking forward for modernization and so-called, I don't know how to translate, siloviki, people with power in army, in police, in Russian, it's very specific, like Sputnik, like siloviki. These people are they agree with these day rules and these day norms. And the question is it possible for younger, more educated, and the main point, more broadly looking on the world, part of middle class to overcome the other one. The problem is I don't know the answer, because we face not only the clashes, it's not contradictories inside middle class. Behind the so-called traditionalist middle class, you can find one third, at least one third, maybe more, of Russian population with the same traditional attitude to the world, very easy manipulating by propaganda. So I don't know the answer. And one more remark. We are a very old country. The proportion of young generation is small enough. We have no young generation power
for changing, because the share of so-called babushka, old ladies, in Moscow, 30%. In St. Petersburg, 1/3, 33%. We are very old and very tight. Amitabh Kundu, would you say that the middle class in India is, on a political landscape, is considered more reformist or traditional? And what's their take on, of course, we saw demonstrations against corruption, but what's their position on the caste system, for instance? You see, first of all, I must say that the Indian middle class, on the one hand, is asking for reforms, goes for consumerism, does not want protection, no matter which political party they vote. We know that the present party, which is in power, is in favor of liberalization, and the opposition, the main opposition, is very much a middle class party, and that would certainly be promoting opening up of the economy. So considering that, I really think that the opposition to the government that comes up is basically to hammer the agenda of opening up. But at the same time, the middle class is also very intelligent. It takes maximum subsidies from the government in terms of diesel prices, petrol prices, gas, education, health. Much of the subsidies which the government is giving is with the middle class. And as Francois, you were mentioning, that the middle class is getting together in a way, united in terms of their demand. Can I just digress to one issue, that economists tend to oversimplify. Instead of taking the social characteristics, they want to define in terms of some income consumption level, as Catherine, you mentioned, $500 per household per month. That is exactly the kind of figure that we will have. If you take purchasing power parity, not the exchange rate, it will be $1,200. That's the definition that I use. But the point is whether the socio-cultural characteristics should be taken in. I would say, Anna Karenina begins with, happy families are all alike. Unhappy families are unhappy, each in its own way. I wouldn't say that middle-class families are happy, but if I look at the consumption pattern of the people who are graduating from lower level to the higher level, you find they're following exactly the same kind of a pattern. And there is a convergence of interest, and there is an effort of the people who are just below to graduate, because there is a craze for education and other kind of cultural values. So over time, I will not be surprised that the social cultural variation that exists would tend to go down. And in a gathering like this, I would think taking an economic definition of some kind of a purchasing power of, let's say $10 to $50 would be valid, because we are talking about global interest. As far as the caste factor that you mentioned, Dr. Kahane, I would think, I did look at the consumption expenditure of the people who belong to the scheduled caste and scheduled tribe population, and the other from the consumption expenditure data for 2009-10. We have very exhaustive information from National Sample Survey. Of course, the consumption pattern of the scheduled caste people are different. But largely, the moment you control for income factor, you find that that explains much of it. The moment the scheduled caste population graduate into the higher income category, and if you control for that, you find that the consumption differences are very much disappearing. Just one more question, Catherine, you talked about the car industry. When the first generation cars came up with the Japanese collaboration, Maruti, some of our radical Marxist colleagues predicted that now middle class has purchased their cars, there will be no demand after 2-3 years. Massively the demand came up, not only for the cars, for all kinds of electronic gadgets, which is really growing. But those companies are successful who realize that much of the car demand is coming from the middle class towns, not necessarily in the metropolitan cities. Because of the congestion factor, the incremental car demand is much less. You are absolutely right that our demand for motor vehicles is growing at 15%, two-wheelers, and the car demand is growing by 12-13%, which is higher than our income growth rate. But
those companies which take into consideration the demand for the small and medium town, the road conditions, also those companies which are producing air conditioners, they take into consideration the fact that in small towns there may be power failure, there has to be backup. These are the companies which are very successful. That's why my submission is, if you look at the total middle class, it is large cities are only accounting for 30-35%. 70% or at least 65% is in small towns and medium towns. I think the entrepreneurs here will have to look at the ground reality in these small towns and villages and adapt their technology so that they can really benefit from it, and also the people there can benefit from this inclusive growth strategy. Thank you. Zina Latif, after a decade of state intervention and revenue transfers in Brazil under Lula and now Dilma Rousseff, do you think that these population, these middle classes now want more free market or even more state intervention? Yeah, it's interesting because what we call this new middle class is not the sociological idea of a middle class. So this new middle class in Brazil is very heterogeneous. They don't see themselves as a group, so they don't have clear political views, especially in this subject. But are they recognized as such by the society, as a middle class? Yes, they are, but they don't have this unique view about government intervention. So it's a very heterogeneous group. Okay, most of them urban, urban middle class. But the point is that they want to consume more, they want to plan their lives, but they don't have really clear political desires or political agenda, I mean. Of course, there is this discussion about corruption in Brazil, but pretty much related to recent scandal and the Supreme Court condemning the corruptors, but it's not something that I would say this is really important element in the middle class in Brazil. And trade barriers, how are they perceived in Brazil? Again, this middle class, they want to consume more, they want good prices, good quality, and these political issues, that it's a secondary element, really not clear, this kind of demand from the new middle class. So it's okay, you can, they do not discuss this kind of political platform. Just one point to make this thing easier to understand. What happened in Brazil is that parents with low education, they now have children more educated. This is the idea. So this more educated group, youth, they are still making up their minds in terms of their political desires, I would say. It's still not clear. They shift a lot, they change a lot their views. Yeah. But even without choosing specific parties, they might be considered sometimes more as a progressive force or reformist or revolutionary or traditional. Not at all. And very conservative. No, they are conservative. They don't want to, well, by the way, Brazil is not a country of revolutions. Brazil is things go slowly, Brazilian style. It's not a country for revolutions, but for small steps. This is Brazil. On a entendu beaucoup de choses, Catherine Girard. On a l'impression effectivement d'une classe moyenne très différente d'un pays à l'autre. Comment Renault s'adapte justement à ces attentes très différentes et à ces risques aussi, parce qu'on a parlé aussi des risques politiques parfois qu'on a pu voir dans un certain nombre de pays, notamment François Heisbourg nous en parlait sur la rive sud de la Méditerranée. La stratégie de produit de Renault, on peut la dater, on peut donner une date qui résume beaucoup de choses, c'est 1997. Bon, j'ai compris qu'on n'avait pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas vous la faire année par année, mais en 1997, Louis Schweitzer a officialisé un projet qui est en maturation depuis quelques années, avec l'objectif de favoriser l'accès des classes moyennes des pays émergents à la mobilité individuelle en créant, à partir de zéro, un véhicule qu'il définissait comme étant moderne, robuste et financièrement accessible. C'était les trois conditions du cahier des charges. Donc 1997, on part de zéro et on crée, donc ça a été une aventure
humaine, industrielle et commerciale. Pour la première voiture est sortie en 2004, ce qui est très long puisque normalement un développement de véhicule c'est 4 ans en moyenne. Donc vous voyez là ça a pris quasiment le double du temps. Donc 2004 sortie d'une berline, la Logan. Avec un développement à l'international, dans un premier temps Europe de l'Est, puisque c'était l'objectif, ensuite Afrique du Nord, avec en ligne de mire la Russie et un test en Colombie pour éventuellement approcher le Brésil. Les chiffres sont assez significatifs, puisque l'idée initiale était de partir sur une capacité de production de 60 000 véhicules par an. Aujourd'hui, on atteint pratiquement les 1 million de véhicules par an. Donc, pour vous dire que cette stratégie a rencontré des clients en face ou de la demande, avec des modèles qui ont eu des frères et des sœurs, parce que la Logan s'est enrichie dans sa gamme d'une voiture un petit peu plus petite, d'un 4x4, d'un monospace, d'un véhicule utilitaire, définissant ainsi ce que l'on appelle aujourd'hui comme étant la gamme Entry. La gamme Entry permet d'accéder à l'automobile par les prix bas de chaque segment. Alors ensuite se poser la question, lorsqu'on a voulu développer ce véhicule, quel véhicule finalement créé pour les pays émergents et les classes émergentes, alors que, comme vous l'avez entendu, on ne peut pas parler d'une classe émergente, mais deux classes. Déjà, il y a plusieurs classes émergentes au sein d'un pays, et d'autant plus si vous comparez effectivement la Russie, le Brésil et l'Inde. La démarche a été d'avoir en tête une sorte de leading country, pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle en marketing un vanilla concept, c'est-à-dire de faire une voiture qui finalement veut plaire à tellement de monde qu'au final elle sera sans aspérité et donc ne plaira à personne. Donc la Logan a été pensée par rapport à la Russie, qui était habituée aux véhicules, ce qu'on appelle les véhicules tricorps, c'est-à-dire avec un coffre derrière allongé. Des concepts qui au départ nous pensaient impensables pour le Brésil, qui au contraire n'était pas du tout adepte de ce type de design. Bon, finalement la réalité a été meilleure finalement que prévu. Et pour le Brésil a été développé cette fois-ci un véhicule, une berline un petit peu plus petite que l'on appelle la Sandero. Et on est même allé plus loin puisque ce véhicule a été développé pour le Brésil et par le Brésil, c'est-à-dire par les équipes de design brésiliennes. Donc ça c'est un point important, ce qui permet aussi ce qui a permis aux pays et aux classes moyennes et voire même moyennes supérieures de ces pays-là de se sentir concernés par un produit, puisque de toute façon il était produit sur place et identifié et designé par des équipes et la population locale. Ensuite, quand on regarde les différentes attentes, on peut faire 3 coupes. La première, c'est quid marché émergent par rapport au marché, ce qu'on appelle les marchés matures. Il y a, je dirais, 2 caractéristiques principales. La première caractéristique, c'est que la demande émane essentiellement de familles. En France, on estime que 25% des acheteurs sont des familles, c'est-à-dire moins de 55 ans, des enfants à charge. En Russie et au Brésil, on atteint les 50%. En Inde, c'est 70% des acheteurs qui sont des familles. Donc, ce qui veut dire que quand on va penser un véhicule, il va falloir penser un véhicule doté d'espace intérieur. Pourquoi ? Parce que les ménages, c'est 5 personnes en moyenne en Inde, 3 ou 2,5 en Russie, donc il faut évidemment loger toute cette famille-là. C'est un point important. Le deuxième point important, alors certes, certains pays se caractérisent par un vieillissement de leur population, mais quand on regarde nos acheteurs, nous avons des acheteurs extrêmement jeunes. Les chiffres surprennent souvent, mais l'âge moyen d'un acheteur en Europe, d'un acheteur de neuf, est de 51 ans, ce qui peut paraître très âgé, 51 ans. Or, on est plutôt en rajeunissement du fait de la crise. Quand on regarde les acheteurs, l'âge moyen des acheteurs au sein de ces pays, on est aux alentours de 40 ans en Russie et au Brésil. En Chine et en Inde, l'âge moyen d'un acheteur de neuf est de 36 voire 38 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on doit offrir un véhicule qui est moderne, non seulement dans son design, mais dans son équipement. Si on n'a pas cette pensée en tête, forcément, on passe à côté de la demande.
Autre point également, c'est qu'on a des consommateurs qui sont encore fidèles, mais de moins en moins, tout simplement parce que l'offre a tendance à se diversifier. Donc ça, c'est la première coupe. La deuxième coupe, c'est que quand on regarde au sein de chaque pays, les classes moyennes par rapport aux classes aisées, il y a une différence très marquée. C'est-à-dire que les classes supérieures ont une définition très universelle du luxe. Concrètement, une Rolls-Royce, c'est une Rolls-Royce pour tout le monde. Quand on rentre cette fois-ci dans les classes moyennes, là, les différenciations apparaissent et de façon extrêmement marquée. Et c'est important de les prendre en compte, c'est-à-dire, premièrement, d'être très à l'écoute de toutes ces populations. C'est pour ça qu'on réalise beaucoup d'études terrain. Et surtout d'avoir en tête qu'il n'est pas question de leur proposer un sous-produit. Parce que justement, elles sont au cœur justement d'un mouvement de modernité et d'ascension et qu'elles regardent plutôt vers le haut. Donc si on compare un petit peu, bon là je rentre un petit peu dans l'anecdote, mais pour vous donner des exemples, en Inde, un des points essentiels qui est mis en avant pour un acheteur, c'est le design, l'économie, c'est-à-dire l'économie d'usage, c'est-à-dire la consommation. Pourquoi? Parce que le poste carburant compte énormément pour un ménage indien. Et troisièmement, le statut. Le statut est extrêmement discriminant pour un acheteur en Inde. Ce qui veut dire que quand on va proposer un véhicule, on va plutôt s'orienter vers un mini-space qu'on appelle un mini-space, concrètement pour répondre à la demande, et surtout un véhicule peu consommateur d'énergie. Autrement, de toute façon, on sait qu'on ne rentrera pas dans la demande. Quand on regarde la Russie, en Russie, le point majeur qui est mis en avant, c'est la robustesse. Robustesse, pourquoi? Parce qu'on passe quasiment 14 heures par semaine dans sa voiture, on passe beaucoup de temps, et d'après les enquêtes, on préfère passer du temps dans sa voiture que dans les transports. Bon, c'est une enquête. Donc, je ne sais pas, ça je ne me prononcerai pas. Donc, il faut concrètement une voiture qui soit spacieuse à l'intérieur, qui permette de passer du temps, qui permette d'être extrêmement rassurante. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'accidents et parce que les infrastructures sont extrêmement mauvaises. Donc là, on est sur un marché qui est plutôt caractérisé aujourd'hui par beaucoup de ce qu'on appelle les SUV, sorte de 4x4. Et donc, quand on veut rentrer sur le marché russe, voilà, le Duster concrètement correspond parfaitement à la demande. Et quand on se tourne cette fois-ci vers le Brésil, ce qui m'a beaucoup étonné au Brésil, c'est qu'on a une surreprésentation des acheteuses féminines, c'est-à-dire que la part des femmes parmi les acheteuses est supérieure à la moyenne européenne, et les femmes sont plus à la recherche de compacité et de sécurité. Sécurité, fermeture automatique des portes et sécurité, position haute. Donc là aussi, nécessité de prendre en compte toutes ces caractéristiques. Si on ne les prend pas en compte, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à trouver cette alchimie entre un besoin, une aspiration, des moyens financiers, on sait que de toute façon, il y a pléthore aujourd'hui d'offres, c'est-à-dire qu'on doit absolument se positionner entre des offres locales, c'est-à-dire Tata, par exemple, en Inde, qui offre des produits aujourd'hui qui sont même plus bas que les miens, puisque nous, les miens, je suis très investie dans la société. Donc plus bas que nous, puisque nous, on est quand même au cœur du marché en termes de position de prix, donc on doit à chaque fois se différencier entre une offre locale qui est de toute façon moins chère que la nôtre, ce qui peut surprendre, et en même temps des produits qui sont offerts par des Volkswagen, Fiat, donc des leaders par exemple sur le marché brésilien, et qui sont moins dans des versions updatées que la nôtre. Donc c'est ça tout l'enjeu, c'est se positionner au milieu du segment, mais en répondant le plus possible à des attentes et des aspirations. Professeur Koundou, vous voulez réagir et après on devra malheureusement mettre un terme à ce table ronde. Since Germany was talked in the lunchtime as a great success story in the Eurozone crisis, I just would like to mention that in 2001, in Darmstadt Chamber of Commerce, which is pretty close to Frankfurt City, I talked to them and I gave a questionnaire saying that what are the cities in India that you know of and you are thinking of making investment? Only 4 cities names were mentioned. Last year, I was again there. Again, I gave the same questionnaire. This time, they wrote 38 cities. And I think that's one of the reasons for their success, because they are diversifying their interest spatially, their investments. I just want to mention one point, small point to Catherine. You are right that India is a country which is obsessed with mileage.
as far as the vehicles are concerned. They want mileage. But that's a very much large city story. A student of mine looked at the demand for the vehicles in the small towns where they have to face the rough roads and there are all kinds of problems and there are no repair facilities. And the demand for SUV and the sturdier vehicles is coming up. But you are absolutely right that those companies which are looking at the local conditions, they tend to succeed in the business. And also the final point I would like to mention, that a study showed that those companies which came in 2005, between 2005 and 10, they didn't make much profit. But those who came in the 90s, they were able to do that. I think the companies which should come to India should have slightly longer perspective, because that's when you can understand the situation and really work out the technology which suits and make the profits. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Thank you, Zina Latif. Thank you, Amitabh Kundu. Thank you also to Natalia Zubarovic. Merci à Catherine Girard et merci à François Heisbourg. Oui, très intéressant effectivement de voir aussi comment Renault perçoit ses marchés. Merci à vous d'avoir suivi cette journée du colloque COFAS Risque Pays 2013. Donc c'était cette édition. Merci également à la COFAS pour cet accueil et merci à tous donc d'être venus. Je vous rappelle une dernière fois de bien vouloir rendre vos casques en sortant de cette salle. Voilà, merci beaucoup et au revoir.